Mesdames et messieurs, bienvenue. Vous êtes sur Mondico Télévision. Je le dis toujours, vous avez raison. La République démocratique du Congo a besoin des intelligences complexes pour son développement. Voilà pourquoi cette émission existe. Bienvenue encore une fois de plus dans votre émission Face à Face. Pour ce faire, ce soir, fidèles téléspectateurs, un invité de marque qui nous a fait le plaisir de venir participer dans cette émission. Il s'agit donc de Maître Olivier Nkoyi, qui est avocat, mais qui intervient dans cette émission comme un citoyen congolais. Nous sommes à Kinshasa, nous sommes en République démocratique du Congo. Il y a pas mal de choses qui se passent ici, mais également, il faut les Congolais pour parler de cette ville, les Kinois pour parler de la ville-province de Kinshasa. Bienvenue, vous êtes sur Mondico Télévision. Maître Olivier, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à Mondico Télévision. Merci beaucoup. D'abord, au départ, l'accueil, comment vous avez trouvé ici à Mondico? J'ai aimé le décor, j'ai aimé le personnel, le matériel. Je suis content que les Congolais puissent investir dans la presse. Voilà, merci beaucoup. Comme je l'ai dit tantôt, l'actualité oblige. Nous allons parler de la ville-province de Kinshasa, faire une étude comparative par rapport à d'autres villes, d'autres mégapoles dans le monde entier. L'actualité oblige. Pas plus tard qu'hier, il a plu, il y a eu des morts, il y a eu des inondations. Même le siège du Parlement congolais, le palais du peuple, a été englouti. C'est vrai que c'est exagéré, mais il y a eu inondation de ce côté-là. D'abord, quelle est votre réaction par rapport à cette situation? Rapidement, je peux dire que la population et le gouvernement sont tous fautifs. La faute incombe à la population lorsque nous, qui utilisons cette ville, nous ne nous mettons pas à l'idée que nous n'avons que Kinshasa comme ville. Nous n'avons pas une deuxième ville où nous irons vivre après avoir détruit celle-ci. Je sors de chez moi, de la maison, je prends un sachet, je le jette par terre, à même le sol. Et puis, au bout d'un temps, je retrouve des immondices. Je dis, où se trouve le gouvernant? Alors que je pouvais facilement, avec une bonne éducation civique, trouver une poubelle pour jeter l'immondice. La saleté, pour que ça ne devienne pas immondice. J'ai un problème, moi, Coquinois. J'ai un problème de gestion de ma ville. Parce que je ne la respecte pas. Je mange une banane, je prends la peau, je la jette à même le sol. Et ça s'accumule, ça s'appelle saleté. Je dis la ville est sale. Non, je suis parmi ceux-là qui détruisent cette ville. Mais ces mêmes Congolais-là, ou ces mêmes Kinois qui sont ici à Kinshasa, mais une fois qu'ils sont en Europe ou au Canada, ils n'adoptent pas ces comportements. À ce niveau-là, le problème, c'est au niveau de comment on dit, il faut organiser des cours pour apprendre aux gens comment est-ce que assainir la ville ou garder la ville propre, ou bien il faut seulement mettre des poubelles, parce que les poubelles existent partout dans la ville, mais les gens n'ont pas cette mentalité. Est-ce qu'il faut commencer par changer de mentalité, mais comment faire pour changer la mentalité? L'âme d'un pays, c'est la mentalité. Lorsque vous avez cultivé une mentalité autre que celle que nous avons actuellement, ça pose un problème. Parce qu'ailleurs, lorsque nous arrivons, nous respectons la queue. Même à l'aéroport, vous arrivez, il y a une queue, vous attendez votre tour. Il n'y a pas de priorité. Il n'y a aucune priorité à part les passeports diplomatiques. Les autres font la queue. La queue, c'est-à-dire vous devez respecter. Nous ne respectons pas notre ville. Le problème d'éducation civique. Il y a un ministère d'éducation à la citoyenneté où qui devait, communiquer fréquemment, régulièrement, sur plusieurs supports publicitaires, même à la radio, à la Éveiller télévision. la conscience des Congolais. Oui, éveiller la conscience collective, de sorte que nous puissions bien garder cette ville. Tout l'assainissement devait commencer par nous.
Je donne l'exemple de ceux qui construisent actuellement, parce qu'il y a une montée démographique. À l'époque, il y avait 7 millions d'habitants. Oui, aujourd'hui, c'est à plus de 12 millions. 12 millions, ce sont des chiffres, je pourrais dire 20 millions. Ok. 20 millions de Quinois qui utilisent les mêmes routes. J'étais encore élève au collège Oboto, dans les années 80. C'était la même voie que j'utilisais. Mes parents utilisaient pour me déposer à l'école. Et c'est la même voie que j'utilise aujourd'hui pour ramener mes enfants à l'école. Vous comprenez? Évolution démographique, construction des maisons, parce que avant j'étais enfant, je me suis marié, j'ai une femme, j'ai une famille. Ces enfants-là doivent grandir. Lorsqu'ils grandiront, ils chercheront aussi à construire comme leurs parents. Ce sera toujours dans la même ville. Il n'y a pas d'expansion. Ce sont les mêmes câbles électriques que nous allons utiliser, les mêmes cabines, les mêmes tuyaux de raccordement d'eau, les mêmes évacuations. Là, à ce niveau, le problème, c'est les autorités. Parce Oui, que quand j'ai dit qu'il y a le gouvernant, il y a aussi le gouverné. La part du gouvernant, c'est d'arranger, d'assainir, de projeter. Parce que vous êtes sans ignorer, à l'époque de Mobutu, il y avait tout un service qui passait les week-ends pour essayer d'assainir. Mais aujourd'hui, au niveau de l'hôtel de ville de Kinshasa, ces services n'existent presque plus. Et à ce niveau-là, on va dire aujourd'hui qu'il y a une sorte de désinvolture par rapport à l'assainissement. Une attitude de désinvolture, parce que les autorités ne prêtent plus attention à l'assainissement. Qu'est-ce que la population a? La population ne peut pas se lever, comme on dit, salongo, le week-end, avec des pelles en train de... Non, mais c'est aux autorités. Mais quand ils ne le font pas, attendons-nous à une ville malpropre. Je n'attaquerai pas directement les autorités. J'attaque toujours mes concitoyens, mes amis, ceux qui vivent à Kinshasa. Je les attaque pourquoi? Lorsque vous quittez votre chambre à coucher, vous devez vous rassurer que votre lit est bien dressé. Vous devez vous rassurer que le pavé, le carreau a été nettoyé. Vous devez vous rassurer que les habits ont été bien rangés. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Okay. Ça, c'est au niveau privé. Mais au niveau de l'État, je dirais que la charité bien ordonnée commence par autrui. Parce que lorsque vous devez vous servir vous-même à la caisse de l'État, c'est du vol, c'est du détournement public, des deniers publics. Alors, lorsque vous quittez votre chambre à coucher, vous laissez la chambre à coucher sale. Vous passez le couloir, vous prenez les escaliers, vous êtes au salon, vous n'arrangez rien. N'attendez pas que dehors là soit arrangé. Commencez d'abord par vous discipliner vous-même, avant d'attendre que les autorités puissent venir en aide. Lorsque vous construisez votre maison, vous ne consultez aucune autorité publique, même pas celle du quartier. Vous érigez une maison et puis vous allez à la SNEL pour dire « je veux une connexion ». Vous allez à la régie des eaux, vous demandez « je veux un raccordement ». Cette culture du maintien de la ville, c'est ce qui pose problème. Le salongo, vous avez dit, j'ai bien suivi. Non, le week-end. Le salongo aujourd'hui, c'est un slogan creux, où l'on ferme les magasins, les boutiques, on attend l'heure indiquée des 10 heures pour ouvrir sans faire quelque chose. C'est un problème. À l'époque du maréchal, comme vous avez dit, le salongo était organisé et exécuté. Actuellement, le salongo est organisé. Il y a des services au niveau de l'hôtel de ville. Il y a des services de ramassage. J'ai même vu une fois, il y a eu une grève des personnes qui nettoient la route, des cantonniers, tous les cantonniers qui nettoient la route. Au niveau de l'hôtel de ville. Oui. Mais comment ça s'organise? Comment ça se fait? Est-ce qu'il y a un budget spécial pour ça? Est-ce qu'il y a des responsables qui suivent cette mesure? Je ne pense pas. Vous avez parlé également de l'expansion démographique aujourd'hui. Le nouveau gouverneur de la ville provinciale Kinshasa, je ne sais pas si c'est un projet qu'il a trouvé sur la table. Il a parlé de la construction des nouvelles villes. C'est-à-dire qu'au niveau des Maluku, au niveau des Sélé, il faut construire des nouvelles villes. Mais il se pose un problème à ce niveau. Parce que la majorité des Congolais, ils ne travaillent qu'ici à la Gombe. Comment ils vont faire avec ces problèmes d'embouteillage?
Avez-vous une idée par rapport à, à la construction des nouvelles villes? J'ai été plusieurs fois à Istanbul. C'est ma ville que j'aime beaucoup, en Turquie. On m'a montré le quartier Şişli. Un quartier chic qui, dans le temps, c'était presque le centre-ville. Il y avait les avocats, il y avait les médecins, il y avait tout là-bas. Et il y avait toujours des embouteillages. Donc, pour arriver à Chichi, ce n'était pas facile. Mais lorsqu'on a pris la décision de délocaliser, j'avais aimé le concept d'une société de la place qui avait ouvert plusieurs restaurants à Kinshasa pour que chaque quartier, chaque commune puisse s'organiser à s'arrêter seulement là. Mais il ne s'agit pas de construire seulement des restaurants. Il ne s'agit pas seulement de construire des supermarchés comme on le voit actuellement. Oui, après 200 mètres, il y a un supermarché. Oui, il faut qu'il y ait des écoles, il faut qu'il y ait des hôpitaux, il faut qu'il y ait des centres d'apprentissage, pour que ça s'accompagne avec plusieurs mesures. Quand on parle de délocaliser la ville de Kinshasa, ce n'est pas une illusion, ce n'est pas une utopie. Ça peut se faire, mais à quel prix? Pourquoi je te demande à quel prix? Parce que de Kinshasa à Kikwit, l'État n'a plus de terrain. L'État congolais n'a plus de terrain. Renseignez-vous bien, chaque coin, chaque hectare est occupé par des particuliers. Mais le sol et le sous-sol appartiennent à l'État. Vous êtes avocat, vous connaissez-vous cette affaire? Je n'aimerais pas rentrer dans ce débat parce que nous allons nous perdre, parce que nous sommes en train de parler de l'assainissement de la ville. Lorsque je suis propriétaire immobilier ou foncier, je pense que j'ai eu des documents au niveau de l'État. J'ai un contrat de bail que je vais transformer en contrat qu'on appelle de concession perpétuelle ou ordinaire si je suis une personne morale. Mais le terrain de Kinshasa, ici au centre-ville, à Maluku, je ne pense pas que vous allez facilement trouver un terrain 100 mètres. Tous les terrains sont occupés par des particuliers. C'est difficile aujourd'hui, sans expropriation pour cause d'utilité publique, que l'on retrouve ou qu'on pense à élargir la ville. Ça sera coûteux, ça sera très très compliqué. Mais selon vous, la solution face à cette expansion démographique, qu'est-ce qu'il faut faire exactement? Je pense bien qu'il faut organiser la ville. Okay. L'organisation de la ville, ça s'accompagne avec plusieurs acteurs. Le service d'immigration, parce qu'on doit savoir le mouvement migratoire. Je quitte l'intérieur du pays, je vais m'installer à Kinshasa. À l'époque, oui, il y avait on savait comment tracer. Il y avait un accompagnement parce que le chef du quartier viendra vous poser la question. Ça fait 10 jours que vous hébergez des gens que nous ne maîtrisons pas. Venez les déclarer, comme ça sera à la zone de s'en occuper. Ainsi de suite, vous dites, ce sont mes cousins, ils viennent du village, ils sont venus pour raison de santé. Au bout de 10-20 jours, ils vont rentrer. Et au bout de 10-20 jours, il y avait encore un contrôle. Pour voir si réellement ils sont rentrés ou ils sont encore là. Pour quelle raison? Actuellement, je peux inviter mon cousin qui vient de Paris, qui va rester ad vitam aeternam jusqu'à sa mort. Vous comprenez? Si un oncle débarque chez moi, il dit je veux rester, il vient du village, je ne veux même pas dire à mon voisin, il va juste constater qu'il y a un oncle. Quand il va me poser la question, je lui dis mais de quoi vous vous mêlez? Ça ne te regarde pas. Ouais. De quoi je me mêle? Donc c'est un problème. Donc le mal est profond. Le mal est profond. Je ne dirais pas le mal. Parce que si on parle de mal, c'est qu'il y a un bien. Il n'y a rien en fait. Okay. Il n'y a rien. De la part de gouverner, ni de la part de gouvernants. Dans une ville ou un mégapole où le seul moyen de transport c'est le bus, pensez-vous vraiment qu'on va arriver au développement? Parce que là, il n'y a pas de train urbain. Pour quitter Maluku et venir travailler à la Gombe, il faut prendre le bus avec les embouteillages.
Parfois, c'est fatigant. Il faut quitter à 4 heures du matin. Est-ce qu'on peut s'attendre au développement? Le développement, c'est un état d'esprit. Le développement, c'est aussi une pensée collective. Le développement, c'est la volonté de chaque citoyen à faire avancer les choses. Parce que tout le monde parle de développement, mais personne ne veut courir vers ce développement. Personne ne veut s'adapter à ce développement. J'ai bien dit en passant ici que lorsque j'allais encore à l'école primaire au collège Boboto, mes parents m'accompagnaient, ils prenaient les mêmes voies que je prends aujourd'hui pour déposer mes enfants. Vous comprenez? Ici, il y avait 25 000 véhicules à Kinshasa dans les années 80. Je pense actuellement, une famille a au moins un véhicule. Ouais. Mettons, si le papa a un véhicule, la maman a un véhicule, et les enfants, ça fait 3 véhicules, qui doivent rouler sur les mêmes voies, ça pose un problème. Ça pose un sérieux problème d'embouteillage d'abord. Et comment arriver d'un point A à un point B sans faire des détours. Voilà. Je donne le cas de l'avenue 24 novembre. Quand vous arrivez vers la prison centrale de Makala, Ok. où on dépose par convoi express et rapide les prisonniers, vous allez trouver des nids de poules. Je dirais que ce ne sont plus des nids de poules. Ce sont des chantiers en termes de carrés miniers. Voilà, la route est impraticable. Voilà. Vraiment impraticable. Ce sont des chantiers en termes de carrés miniers parce que vous entrez dans le trou, vous n'en sortez pas. Donc celui qui quitte UPEN, qui doit rouler sur 24 novembre, arriver au centre-ville, doit forcément emprunter l'avenue Manifeste pour entrer à Ngiringir et ressortir à Bandalungwa. Celui qui quitte Limete pour aller à Beaumarchais, il arrive difficilement. Ou à Barumbu, il arrive difficilement parce que c'est pratiquement impossible d'atteindre certains coins de la capitale. Ralentissement. Ok. Qui dit ralentissement, dit embouteillage. Qui dit embouteillage, défaut de développement parce que les Anglais disent time is money. Voilà. Mais parlons justement de la régulation de la circulation qui pose aussi problème ici à Kinshasa. Comparativement avec d'autres villes, vous avez été en Turquie et un peu plus partout, comment s'organise-t-il cette régulation de la circulation? Est-ce qu'aujourd'hui on est dans les normes ou bien c'est vraiment les désordres sont pour autant installés, non? Lorsque vous êtes à Kinshasa, vous allez constater que plusieurs vidéos virales circulent où un policier est en train de mettre sa main en la vitre du conducteur pour lui arracher le volant. Un autre policier est derrière, filmé, en train de rançonner Voilà. le conducteur. Et un phénomène récent qui dérange la population quinoise et tous les habitants de Kinshasa, parce qu'à Kinshasa, il n'y a pas seulement que les Quinois, il y a aussi les expatriés qui vivent avec nous, qui travaillent ici. Vous allez trouver des phénomènes, ce qu'on appelle Kikalungu. Les Quinois savent que ce sont des camions remorques que la police utilisait jusqu'en 2013, 2014, qui ramassaient des véhicules mal stationnés, qui le ramenaient à la fourrière au niveau de la coordination de la police de circulation routière sur le boulevard à côté de Fotogui. Et lorsque vous arriviez, vous étiez verbalisé, on vous remettait la note de perception pour aller payer à la banque. La contravention. La contravention, bien sûr, vous êtes verbalisé et puis tout est consigné dans un procès verbal qui devait être transmis au procureur de la République. Mais actuellement, et fort malheureusement, la police s'organise ou s'est organisée avec des particuliers, ce qui s'est fait d'ailleurs sous d'autres cieux,
des particuliers qui fournissent à la police une logistique, mais ça se passe dans une violation flagrante de la loi. À quel niveau? En 2022, le commissaire provincial de la police ville de Kinshasa signe un contrat avec une entreprise de la place parce que la police aurait des véhicules vétustes qui ne savaient plus remorquer les véhicules mal stationnés. Et cette entreprise devait fournir à la police des véhicules pour qu'on soit peu soulager le mal. Malheureusement, pour votre information, pour l'information du public quinois, la police provinciale de Kinshasa, de toutes les 26 provinces, n'a pas de personnalité juridique. Mais comment est-ce qu'il fonctionne? Parce que c'est quand même un organe de l'État. La loi qui organise la police dispose que seul le commissaire général peut engager la police vis-à-vis des tiers. Même pour acheter un stylo, le commissaire provincial n'a pas cette compétence. Le stylo qui appartient à la police, qui sera utilisé à la police, c'est le commissaire général qui lance un appel d'offres. Okay. Les soumissionnaires viennent postuler. Celui qui gagne le marché va fournir ces stylos au niveau du commissaire général. Après, sa facture sera payée soit par la direction de budget et finances, DBF, soit par chèque à la banque. Le fournisseur sera désintéressé. Parce qu'il y a un département de logistique au niveau de la police, qu'ils appellent le D4, où il y a un général qui gère, celui qui reçoit tout ce que la police achète, tout ce que la police reçoit comme un don. En termes d'approvisionnement, en termes de logistique, il gère la logistique. Tout à fait, parce que ça doit être identifié, ça doit être renseigné dans la base des données de la police. Sinon, un commissaire provincial peut se réveiller, il achète des t-shirts pour les policiers de sa circonscription. Il dit, je suis commissaire provincial à Bandaka, je suis commissaire provincial là-bas, j'ai un peu d'argent, je veux offrir à mes policiers des t-shirts au logo de la police. Non, il n'a pas compétence. Il n'a pas compétence. Même si c'est une initiative privée, il ne peut pas le faire. Je viens de dire, la police c'est un service public. Ce n'est pas votre maison. Votre maison, vous pouvez vous engager, acheter tout ce que vous voulez. Sinon, le commissaire provincial peut s'organiser, acheter des armes et créer la sécurité. Le contrat n'a pas été structuré. Non. Parlons du fond et de la forme. Lorsqu'il signe le contrat pour la mise en fourrière des véhicules abandonnés ou mal stationnés, il viole la loi. Les policiers, parfois, répondent devant l'auditeur militaire. Il sait que lorsqu'il signe ce contrat, il viole ce qu'on appelle la violation de consigne. Il viole la loi en termes de violation de consigne. Il commet une infraction. Il ne peut pas signer un contrat avec un particulier engageant la police. Lorsque vous voyez ces véhicules, j'ai eu la malchance de rencontrer il n'y a pas longtemps, ces véhicules n'ont pas de plaque d'immatriculation. Les véhicules de la police. Les véhicules dits de la police, parce qu'ils ont les couleurs de la police. L'insigne. Ils ont l'insigne de la police. Ils ont même des policiers armés qui portent des armes de guerre. Lourdement armés. Lourdement armés et qui, pour moi, rançonnent la population. Pourquoi je parle de rançonner la population? Lorsqu'un parent, à midi juste, midi 30, gare devant l'école, entre le collège Oboto et le lycée Bosangani, je n'ai pas vu un parking public. Il gare presque sur la chaussée.
Ils entrent pour récupérer les enfants. À la sortie, ils trouvent la dépanneuse, qui calombe la dépanneuse, avec des policiers qui entourent les véhicules. Mais les mauvais stationnements, partout dans le monde, il faut payer la contravention. Je suis d'accord avec vous, tout à fait d'accord. Mais lorsqu'il y a une infraction à la circulation routière qu'on appelle contravention, elle se constate par un procès verbal. Ok. Et l'amende vous est signifiée par voie de note. Si vous avez le cash, le policier qui vous verbalise appelle son collègue qui est chargé de percevoir les sommes d'argent. En Belgique, vous allez trouver un carnet de 10. C'est pas plus. Où on vous identifie, vous payez le cash, on vous remet la quittance. Est-ce le cas avec nos nouvelles dépanneuses? Non. Nouvelle dépanneuse, ça s'appelle bureau technique. Dans le bureau technique, vous trouvez qui? Vous trouvez des responsables de la police. Vous allez trouver des responsables de l'entreprise privée qui vous obligent à payer 100 dollars américains à la main. Donc vous donnez 100 dollars, ils vous remettent un reçu. Mais je me pose la question, pourquoi je ne suis pas verbalisé? Est-ce que cet argent-là va dans des caisses de l'État ou bien c'est comme c'est un contrat, ils vont se départager 50-50 par exemple? À ce niveau-là, il n'y a pas de, c'est pas structuré quand même. Ceux qui ont eu la chance ou la malchance de pénétrer ce contrat, ils vous diront que les deux parties avaient prévu ou auraient prévu que la police touche ou toucherait 30% des sommes qui seront perçues par cette société. Est-ce que dans ce contrat, il y a un compte spécial de l'État où cet argent sera versé, cet argent perçu à la main, ou ça serait pour enrichir certains animateurs de la police? Ça pose un sérieux problème. Et les autorités, je pense bien, le vice-premier ministre de l'Intérieur, Ouais. le commissaire général de la police, devraient jeter un coup d'œil pour nous dire, est-ce que depuis le 4 avril 2022, à ce jour, il y a eu combien d'argent perçu par la police? Est-ce que cet argent a servi à quoi exactement? Bon, la destination, on ne sait pas. Mais on doit d'abord savoir si cet argent est entré réellement dans la caisse de la police. C'est ça le problème. Parce que les préposés de cette entreprise vous demandent de payer 100 dollars américains. Lorsque vous exigez une note de perception, parce que il y a contravention. Le montant est fixé par défaut, en croire les contrats. Même, toute contravention, c'est toujours 100 dollars, ou bien vous pouvez payer même 20 dollars, même 10 dollars, donc c'est toujours à 100 dollars. C'est 100 dollars ou rien. Ceux qui ont la malchance de passer par là, ils ont laissé 100 dollars américains pour la structure privée. Ils ont payé 35 dollars pour la contravention. Et puis ils ont payé 25 dollars à la fourrière. Comprenez? Population quinoise qui souffre, mais qui doit encore payer 180 dollars. C'est comme si le véhicule revenait d'un garage pour un entretien. Mais au niveau de, parce que vous avez parlé de, il faut être verbalisé d'abord avant de payer cette amende-là, qui du reste n'est pas mauvais. Mais est-ce que au niveau de la fourrière, comment ça s'organise? Est-ce que vous pouvez vous lever un bon matin, vous venez, ça c'est mon véhicule, vous prenez, ou bien il y a toute une structure pour gérer la contravention? Primo, la police devait organiser des fourrières.
la police devrait avoir ses propres fourrières. On se réveille un bon matin, au niveau du terrain de football flamboyant, situé à Kinshasa-Gombe, qui était en diagonale, ou qui est en diagonale de la résidence du commissaire provincial de l'époque, on retrouve un fourrier, une fourrière. Mais ce terrain appartient aux jeunes. Donc les jeunes sont dépourvus, sont marginalisés parce que un responsable de la police a décidé de placer la fourrière à cet endroit. Et depuis lors jusqu'à aujourd'hui, si vous arrivez, si vous faites votre caméra baladeuse, vous allez trouver que cet endroit est devenu une fourrière de la police. Parce que les dépanneuses de la structure privée viennent déposer les véhicules sur ce terrain-là. Allez voir dans quel état se trouve ce terrain aujourd'hui. Et pourquoi les véhicules sont déposés. Je vais me poser une question très pertinente. Lorsque vous arrivez dans un poste de police, on doit vous identifier. On vous pose des questions, mais on vous identifie. Et tout est consigné dans un procès verbal. J'étais dans mon confort. Je suis au volant de ma petite voiture, climatisée. Et puis, d'un coup, je n'ai plus le véhicule. Le réflexe voudrait que je récupère le véhicule le plus tôt. Voilà. Mais il y a une procédure à suivre, n'est-ce pas? La procédure voudrait que j'arrive au poste de police, qu'un officier de police judiciaire assermenté puisse renseigner son numéro d'habilitation dans le PV, m'identifier sur base des pièces en ma possession, la carte rose du véhicule, le permis de conduire, tout ça, l'assurance du véhicule. Je dois avoir tous ces éléments-là. Sans assurance, l'officier de police judiciaire ne me remet pas le véhicule. Parce que l'assurance automobile est obligatoire. Voilà. Je ne pense pas que ce bureau technique procède de la sorte. Non. Le bureau technique, quand vous arrivez, vous êtes venu chercher quel véhicule, vous donnez la plaque. Ça a été embarqué, vous donnez la date. Ah, d'accord, c'est 100 $ ou rien. Vous donnez votre pièce d'identité, vous prenez les véhicules après avoir payé 100 $. Aujourd'hui, c'est comme un jeu, voilà. Parce qu'il n'y a pas encore de vol. Vous payez un véhicule à 80 000 $, quelqu'un vient comme ça, il paye 100 $, il récupère le véhicule. Ça peut se faire parce qu'il n'y a pas une coordination au niveau de ces bureaux fictifs que moi j'appelle. C'est pas un bureau fictif, c'est un bureau de l'État, c'est un bureau de la police circulation routière situé à Kinshasa, au camp de Fungola. C'est un bureau qui existe. Comme vous avez dit, j'arrive avec mes 100 $, avec des fausses pièces d'identité. Je dis, c'est mon véhicule. Je ne suis pas verbalisé, n'est-ce pas? Je paye 100 $ avec la double de clé. Je prends le véhicule qui ne m'appartient pas. Je commets un vol au bureau de la police. Je prends un véhicule de 100 000 $ ou 120 000 $. Je pars avec, je vais le revendre. Lorsque le propriétaire arrive, qu'est-ce qu'on va lui dire? Quelle est la pièce qui lui sera donnée, brandie, pour dire, voilà, votre véhicule était ici et vous avez envoyé... Peut-être qu'ils vont payer les dommages. Mais parlons également en guise de pistes et de solutions. C'est vrai, c'est un mal, c'est un problème que vous décriez haut et fort, mais qu'est-ce qu'il faut faire en guise de pistes et de solutions? Le ministère de l'Intérieur où l'État congolais ne manque pas l'argent pour doter la police des véhicules. Pour qu'on ne soit pas la risée de tout le monde. On dit que le Rwanda nous tape, on est d'accord. Mais un jour, on va renverser cette tendance-là. Nous allons taper sur le Rwandais. L'État congolais ne manque pas l'argent pour construire ou ériger des aires de stationnement. L'État congolais ne manque pas l'argent pour nous fournir des panneaux de signalisation. Espace interdit
de stationnement entre 8h et 15h. Peut-être sens interdit, peut-être il n'y a pas de panneaux. Donc, vous réveillez un bon matin, un policier qui se présente, il dit, monsieur, vous avez violé le sens unique. Vous et lui, vous commencez à chercher le panneau. Il n'y a pas de panneau. Mais ce qui est étonnant, ça fait rire, mais ça se pose la question, il faut rire ou bien il faut pleurer. Vous voyez, on écrit « no parking », mais vous voyez un véhicule là stationné. Et puis, il s'en fout. Si tu essaies de parler, c'est tout un problème. Donc, le problème, c'est d'abord dans la conception, c'est la mentalité, comme on l'a dit au départ. La loi, comme vous avez dit, la police devait aider le gouvernement dans la mobilisation des recettes. La police, telle que nous la voyons là, elle devait aider le gouvernement dans la mobilisation des recettes. Les amendes, les petites amendes, font vivre beaucoup de pays européens. Les amendes de police. Vous avez jeté un papier. Vous avez une poubelle qui dégage. Vous avez un comportement. Vous avez fumé, vous avez pris la bière dans la rue. Donc, lorsque la police, avec des lois de police, accompagne le gouvernement, on n'a pas besoin de plusieurs impôts pour avoir de l'argent, pour construire même les routes. On est en face d'une police qui n'est pas très bien formée, Maître Olivier. La police est très bien formée. Où se situe les animateurs de la police sont très bien formés. Donnez-leur les moyens qu'il faut, ils vous donneront des bons résultats. Éduquer les nouveaux qui sont arrivés, j'ai donné le cas du parent d'élève qui est sorti à midi et a trouvé son véhicule encerclé. L'officier de police judiciaire ou l'agent de l'ordre a pour mission de rechercher les infractions. Mais lorsqu'elle recherche ces infractions, elle trouve, il a encore pour mission de faire cesser ces infractions. J'arrive pour occuper le véhicule, on me dit, niet, je ne prends pas. Donc, l'infraction continue par la faute de l'agent de police. Parce que l'agent de police n'est pas formé. L'agent de police n'a pas reçu une bonne instruction. Comme chez les avocats et la formation continue, à la police aussi, il faut qu'il y ait des formations, des séances de formation continues. Il y a des écoles de police qui forment. Surtout la police de circulation routière qui aujourd'hui a perdu ses lettres de noblesse. Je dirais qu'il y a un problème interne au niveau de la police. Je ne suis pas policier. Ce que j'ai constaté comme usager de la route. Voilà. Nous n'avons pas de police de circulation routière. Tout le jour, comme j'ai dit, il y a des vidéos qui passent où on agresse des gens, des paisibles citoyens. J'ai suivi un médecin qui était réquisitionné pour une intervention chirurgicale. Il sort, son véhicule a été pris. Il dit, est-ce que je devais sortir pour sauver une vie et me retrouver à pied, ou je devais laisser ce Congolais mourir et puis j'aurai mon véhicule tranquillement. On lui dit, mais docteur, il faut aller payer 100 $. 100 $ ou rien. 100 $ ou rien. Maître Olivier, quand nous sommes arrivés à la fin de cette émission, nous avons parlé de la ville-province de Kinshasa, l'assainissement, la régulation de la circulation qui pose également un problème. Il y a un Congolais qui vous suit à travers cette caméra. Quel serait peut-être votre mot? Un Quinois ou un Congolais expatrié? Je demande tout gentiment au commissaire général de la police de prendre des mesures fortes pour retirer les dépanneuses de cette entreprise qui dérange la population quinoise. Merci. Merci beaucoup, Maître Olivier Nkoyi, qui est notre invité. Il était passé ici à Mondico Télévision pour passer son message. C'est un Congolais comme tout autre Congolais. Merci également à la grande équipe technique pour cet accompagnement. Merci à vous, fidèles téléspectateurs, pour votre attention soutenue. On se retrouve très prochainement avec le même plaisir, le même travail,